Ok. Une fois de plus, bonsoir à tous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la thématique ce soir s'inscrit dans celui que nous avons évoqué les précédentes semaines, à savoir comment faire ses recherches ou alors comment cibler des projets crypto-monnaies qu'on appelle dans le jargon les pépites qui s'inscrivent sur le long terme et viennent évidemment résoudre un problème dans l'écosystème de la blockchain, de la crypto-monnaie. Donc, les précédentes séances, nous avons vu des outils très basiques qui pourraient être utilisés par le débutant. Je vais peut-être résumer en quelques mots, quelques outils auxquels que nous avons proposés aux uns aux autres ici, à savoir où sont listées les crypto-monnaies, où sont listées les crypto-monnaies qui se lancent. Nous avions parlé entre autres de CoinMarketCap et de CoinGecko. Nous avions aussi expliqué que sur ces deux plateformes-là, au-delà des crypto-monnaies listées, il y avait toutes ces informations très importantes, ces cryptos-là, à savoir les liens qui vous conduisent au site officiel de ces projets, les adresses de contrat, les différents marchés où on peut acheter ces crypto-monnaies, et j'en passe. Donc, vous pouvez réécouter le précédent salon pour avoir plus d'informations là-dessus. Nous avions entre autres partagé les différents outils tels que Messari. Nous avons partagé un certain nombre d'outils comme Pocoin pour expliquer en fait que en fonction de la blockchain qui s'inscrit de ce projet crypto là et son utilité, vous pouvez utiliser ces outils comme ceux que je viens de citer pour pouvoir vous rassurer ou alors apprendre davantage sur le projet et sur la pertinence de celui-ci. Et bien évidemment, nous avons encore tous ces liens dans le chat. Donc, je vous invite à remonter et à réécouter ce salon que nous avions eu les précédentes fois. Et ce soir, on va revenir sur ces fondamentaux très importants. Quand vous avez par exemple affaire à un projet crypto-monnaie, vous devez d'abord essayer de comprendre quel est le message qui vous donne déjà au premier abord. Comment est-ce qu'il s'est introduit? Si par exemple vous avez un message du genre qui vous dit vous allez devenir riche tout de suite, ou alors dans les prochains jours, ou alors ils vous promettent de vous rendre riche en quelques jours ou en quelques semaines, ne perdez pas votre temps parce que le temps il est vraiment précieux dans l'étude d'un projet en crypto-monnaie. À ce moment-là, si le premier message c'est de vous dire qu'on va vous rendre riche parce que la crypto-monnaie va prendre de la valeur en 2 ou 3 jours par un système qui comprenne seul, alors je vous assure que ça ne vaut pas la peine de continuer, à moins que vous êtes spécialisé dans ce genre de projet-là. Déjà, il faut le banquer, il faut passer à autre chose ou voir notre projet. Mais par contre, si le projet commence par vous prouver la problématique qu'ils aimeraient résoudre et qui se pose à l'écosystème crypto-monnaie et qui est pertinent, quand je dis qu'il est pertinent, c'est que très peu de projets crypto-monnaie ont essayé de résoudre ce problème ou alors sont en voie de le résoudre. Là, ça devient intéressant. C'est une problématique qui permet en fait, ou alors qui vous permet de comprendre que ces gens ne sont pas là pour blaguer ou alors savent que il y a un vide dans l'écosystème et ceci demande à être exploré au maximum avec les outils dont ils disposent. Donc ça vous donne déjà un indicatif. Deuxièmement, vous devez vous poser la question à savoir, mais est-ce que ce projet crypto-monnaie est basé sur sa propre blockchain? Est-ce qu'il a sa propre blockchain? Est-ce que ceux qui portent le projet ont une expérience avérée? Vous devez vérifier cela. C'est préférable de prendre votre temps pour le vérifier parce que quand vous tombez sur une bonne pépite, vous savez très bien qu'elle peut faire du potentiel, potentiellement du x1000, du x100 parce qu'elle n'est pas véritablement connue. Alors vous devez être capable de vérifier cela. Quelle est l'équipe derrière le projet? Qu'est-ce qu'il porte comme expérience? Mais ça ne veut pas pour autant dire que s'ils n'ont pas d'expérience, ça veut dire qu'on doit le banquer. Il faut regarder à travers ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils prétendent faire en fait. Quel est le niveau de compréhension du projet? Est-ce que ceux-ci voudraient véritablement se lancer? Parce qu'ils peuvent faire, c'est un projet jeune. Et à tout projet jeune, il peut avoir des difficultés ou alors des erreurs de débutants. Donc on ne va pas forcément le rejeter, mais il faut essayer d'explorer de ce côté-là. Et troisièmement, on doit se poser la question, comment est-ce qu'on a entendu parler du projet?
Un véritable projet qui se veut être une pépite n'a pas besoin que vous partiez, qu'ils viennent à vous en fait. Les véritables projets, vous les cherchez, vous les trouvez en fait. Parce que si c'est un projet où les porteurs du projet eux-mêmes sont venus vers vous, c'est qu'il y a un problème. Parce que pour ceux qui ont déjà un peu expérimenté l'écosystème, savent que développer des codes, la blockchain, les smart contracts pendant des heures demande la concentration. Elle demande d'être là en plein temps, de développer. Comme par exemple le cas du projet communautaire que nous développons chaque jour et chaque heure sans relâche. On ne va pas voir le porteur projet venir dans votre inbox ou alors vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que ce n'est pas des gens sérieux déjà parce que ça demande véritablement du temps. Il y a des moyens plus simples de communiquer. Mais si les personnes viennent dans votre Facebook, ils viennent vous interpeller là-dessus personnellement, là c'est déjà un mauvais signe en fait. Donc, il y a aussi un programme qui est un peu devenu très fréquent. Certaines crypto-monnaies lancent le référencement, c'est-à-dire l'affiliation que vous connaissez dans les MLM. Si ce système est si le projet n'est basé que sur le référencement, ou alors le partage, vous ne pouvez qu'entrer dans le projet qu'en faisant des références. Là, c'est qu'il y a un problème, puisqu'on sait très bien que ça, c'est un très grand échelle de Ponzi. Et si ce n'est que basé sur cela, tôt ou tard, il peut s'effondrer. Oui, il devrait s'effondrer si ce n'est que cela, si ce n'est que l'utilité qu'ils apportent à leur projet. Donc déjà, quand on voit comme ça, on voit que 90% des projets crypto-monnaies sont lancés de cette façon-là, ne tiendront pas longtemps. Alors, il ne faut pas perdre de temps. Il faut certainement passer ou regarder un autre projet qu'on a sur notre liste. Donc, voilà un peu quelques éléments. Et un autre très important, c'est les supports que ces gens utilisent. Vous savez très bien qu'on retrouve un document très important dans la recherche ou la compréhension du projet crypto-monnaie derrière. Vous avez le white paper, on a la feuille de route qui est très importante, que les uns et les autres devaient scruter. Il faut bien comprendre que le white paper ou alors même la feuille de route ne doit pas forcément avoir 16 pages ou 20 pages. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont mis du n'importe quoi dans 20 sur 20 pages, qu'on va dire non, c'est du projet, c'est du sérieux. Il faudrait qu'il y ait une simplicité. Je m'explique. Si tu prends un projet, tu te mets à le lire, tu vois, on parle de blockchain qui est mélangé au nucléaire, qui est mélangé au voyage dans l'espace et qui est très compliqué, c'est qu'il y a un problème. Parce que des gens qui utilisent le support doivent être capables de simplifier le plus possible la compréhension aux uns aux autres qui aimeraient investir dans le projet. Donc on doit simplifier la compréhension pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Parce que si c'est déjà compliqué, ça veut dire qu'on vous fait comprendre qu'en fait vous n'êtes pas calé pour comprendre et tout ce que vous avez fait s'acheter sur le projet et vous allez comprendre plus tard. Là c'est pas bon. On devra améliorer, alors les porteurs du projet doivent se mettre en tête qu'ils devraient améliorer la compréhension du problème qu'ils aimeraient résoudre à travers ce projet crypto-monnaie qu'ils apportent auprès de vous qui est l'investisseur. Donc ça veut dire quoi? On peut avoir un white paper qui a 2 ou 3 pages et qui a vraiment la consistance, même s'il est très jeune, pas assez développé, mais il faut voir qu'il a de la consistance. Mais si on a 16 pages, ou dans les 16, 3 ou 4 pages, on parle de l'affiliation, on parle de comment vous allez faire de l'argent, c'est déjà clairement un problème. En quelques pages ou dans les paragraphes importants, on devrait comprendre de quoi il s'agit. On devrait comprendre la technologie qui est utilisée. On devrait comprendre les protocoles qui sont utilisés. On devrait comprendre que la feuille de route avance très bien. En quelques lignes, ceci devrait être compréhensible par les autres. Mais si ce n'est pas le cas, alors clairement, le projet essaye véritablement de combiner tout ce qui peut avoir de compliqué pour vous mettre un peu de côté et vous juste demander d'investir sans comprendre clairement. Donc voilà quelques éléments que je mets à votre disposition, j'espère qu'ils permettent aux uns aux autres d'évaluer le projet crypto sur le long terme. Mais ceci sans dire que certains vont dire non, il y a des projets qui n'ont pas tout ce qu'on vient de citer, mais qui font du x2, x3, x4, mais qui, vous savez très bien qu'ils peuvent disparaître en ce temps. Et même si vous décidez d'investir dans ce projet-là, vous devez vous bâtir une stratégie. Parce que, fort malheureusement, si celle-ci n'a pas autant d'utilité qu'on retrouve
comme dans les projets que Binance a, c'est-à-dire un écosystème qui construit un certain nombre de jetons autour de la blockchain qu'elle a, avec l'utilité, avec un système de burn, avec de la DeFi, avec un processus de staking et autres, c'est-à-dire la DeFi en elle-même, à savoir le staking, le farming, le lending, le borrowing et bien d'autres. Donc, si vous avez un système comme ça, vous comprenez tout de suite qu'en 2, 3, 4 jours, voilà, en 2 ans, malheureusement, la crypto-monnaie qui a pris de la valeur au départ à son lancement, en faisant du x10, du x20 même, ou alors du x200, peut plutôt, avec le temps, perdre de la valeur parce qu'elle n'a pas su s'adapter au système. Elle était basée plutôt que elle veut juste récolter des fonds, reste peut-être tenue le plus longtemps possible parce que les investisseurs devraient arriver au fur et à mesure, mais véritablement pas développer ce qu'elle prétend de développer. Parce que c'est ça aussi notre problème avec les projets crypto-monnaies. Ils ont de très belles idées, mais très peu finissent par atteindre les objectifs. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer et donner la possibilité aux uns aux autres de réagir sur cette thématique ce soir en disant ceci. Si vous allez dans CoinMarketCap, vous allez dans Coindico, vous allez rendre compte qu'il n'y a que environ 500 crypto-monnaies sur le propre blockchain. Et c'est celle-là aussi que vous devez essayer de beaucoup vous appesantir parce que si on a près de 10 000 crypto-monnaies listées sur CoinMarketCap, des milliers vont disparaître ou sont appelés à disparaître parce qu'en réalité, ils n'apportent pas d'utilité, ils ne reposent en réalité sur rien. Alors, vous voyez donc qu'il y en a en réalité 500 sur lesquels il faut essayer de faire ses propres recherches, utiliser les outils que nous avons mis à votre disposition et qu'on retrouve aussi à travers les vidéos de Elvis, à travers les différentes thématiques qu'on aborde ici chaque soir. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on investit dans 2-3 crypto-monnaies qui ont fait du x10 ou qui sont dans le top 10 que ça va rester comme ça. Il faudrait rester à l'affût, regarder constamment les nouveautés ou alors sur l'actualité de ces crypto-monnaies-là. Et pour cela, vous pouvez vous rassurer, il y a des points focaux qui ont une actualité bien réduite et bien distillée qui donnent l'information de qualité pour pouvoir vraiment fixer les bons projets qui s'inscrivent dans le long terme. À savoir, vous avez Messari par exemple. Messari qui a été partagé ici plusieurs fois. Quelle capacité en fait de voir ce que font des exchanges. À savoir, quelles sont les crypto-monnaies qui gardent le plus dans leur portefeuille. Est-ce que ces projets-là peuvent s'inscrire dans le long terme et pourquoi? Donc Messari peut vous donner ces informations-là. Vous pouvez créer votre compte là-bas et voir encore beaucoup plus de choses. Donc n'hésitez pas à y aller et à essayer d'appliquer ce qu'on vient de distiller là. La première chose, évaluer le support. La deuxième chose, le message derrière le projet. Est-ce que c'est un message rodé uniquement sur l'argent, le profit? Vous devez voir quelle est l'équipe derrière. Est-ce qu'elle est trop jeune? Est-ce qu'elle est véritablement, elle prétend faire ce qu'elle veut faire? Est-ce que le projet veut résoudre un problème qui se pose dans l'écosystème blockchain et autres? Est-ce que ce projet, n'est-ce pas, a une communauté aussi forte? Il faudrait aussi oublier, avoir une communauté forte, peut-être même faible. Donc, tout ceci ne veut pas dire que c'est de l'absolu. Mais vous devrez poser le pour et le contre, utiliser les outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir prendre une décision sur ce projet qui pourrait être une pépite. Et ce genre de projet qui s'est inscrit sur la durée, parce que ces projets, on aimerait bien les avoir dans notre portefeuille sur une dizaine d'années, comme le Bitcoin l'a fait ces dernières décennies. Donc, avec ces éléments-là, je pense que la plupart d'entre nous pourraient voir les projets sur le long terme et même identifier ceux qui ne pourront durer que 2 ou 3 ans. Je ne vais pas m'opposer la parole, je vais passer la parole d'abord à Elvis qui nous a rejoint ce soir et il va essayer de nous apporter efficacement avec l'expertise qu'il a et les efforts, je vais dire multiples qu'il apporte chaque fois pour nous permettre de grandir dans la communauté. Bonsoir Elvis, bonsoir à ceux qui viennent nous rejoindre. Tu as la parole ce soir. Salut à tous. Ça fait énormément plaisir de vous entendre et d'être une fois de plus à ce rendez-vous. Je suis de très près ce qui se fait dans la communauté et j'encourage vivement les uns et les autres qui contribuent
c'est très encouragé. On a de bons feedbacks déjà, des personnes qui grandissent avec les connaissances en tant que connaissances dans l'écosystème qu'on est en train de créer. Et ça, je pense que c'est un accomplissement qui nous rend vraiment heureux, parce que c'est justement ce qu'on veut atteindre comme objectif, de permettre aux gens de comprendre l'écosystème. Et ça nous conforte aussi dans les positions que nous avons prises au départ, qui est vraiment d'éduquer les gens par rapport à la crypto-monnaie, par rapport à la cryptosphère. Parce que nous sommes convaincus que des personnes qui maîtrisent l'écosystème sont des personnes qui feront le plus de gains dans cet écosystème. Mais par contre, les personnes qui arrivent avec pour un objectif de se faire juste de l'argent finiront presque ruinées. Ça, c'est une conviction personnelle que j'ai. Donc, le sujet est très intéressant. Comment dénicher les pépites, c'est une question qu'on reçoit très, très souvent. Et j'ai même reçu encore une voice tout à l'heure de quelqu'un qui me demandait « Elvis, qu'est-ce que tu achètes? Dis-moi ce que tu achètes, moi aussi je vais simplement acheter. » Qui fait aussi partie des pires des choses qu'on peut avoir dans l'écosystème. On a toujours dit qu'on n'achète pas les choses parce que les gens achètent. C'est pas parce que moi j'ai acheté quelque chose que vous devez acheter également la même chose. Non, pas du tout. Vous ne savez pas pourquoi moi j'achète. Vous ne savez pas. Si je parle d'une crypto-monnaie et je vous dis que j'ai acheté, c'est pas une raison suffisante pour que vous achetiez en fait. Vous devez toujours vous poser la question, on achète pour faire quoi? C'est comme si vous allez au marché et vous voyez tout le monde acheter le macabo. Vous achetez également le macabo alors que vous n'avez pas quelque chose à faire avec le macabo. Donc, peut-être ceux qui sont arrivés au marché en premier, eux, ils venaient avec pour objectif d'acheter le macabo. Peut-être tous ont une cérémonie qu'ils sont en train de préparer quelque part où on a besoin du macabo comme maître additionnel dans le village là-bas. Tu les vois se ruer sur le macabo et toi, tu peux également te ruer sur le macabo, tu achètes. Ça, c'est un non-sens. Donc, toujours comprendre pourquoi on achète une crypto-monnaie et dans quel but on achète cette crypto-monnaie. Et c'est justement une question de savoir comment est-ce qu'on fait donc pour dénicher une pépite. Il faut déjà même aller dans la définition de ce que c'est qu'une pépite. Pour certains, une pépite, c'est une crypto-monnaie qui va faire x100 immédiatement. Pour eux, c'est une pépite. Pour d'autres, une pépite, c'est une crypto-monnaie qui va performer sur le long terme parce que leur objectif, ce n'est pas le court terme. Donc, quelque chose qui performe bien maintenant et qui ne va rien demain, ce n'est pas ce que lui définit comme pépite. Il faut déjà définir quel est son profil. Le choix de son profil va donc dicter même le choix des projets que vous allez mettre dans votre portefeuille. Le choix des crypto-monnaies que vous allez mettre dans votre portefeuille est justement dicté par le profil que vous avez choisi. Quelqu'un qui va venir avec pour objectif de trader les crypto-monnaies, lui ne va pas avoir la même stratégie que quelqu'un qui vient dans l'optique de faire grandir son portefeuille et d'atteindre 100 millions de dollars, même 100 000 dollars dans un long terme. C'est deux processus, c'est deux choses totalement différentes. Donc, ça remet même en cause le mot pépite. Mais bon, on va aller de façon générale en se disant, prenons le mot pépite dans le sens des projets qui ont de l'avenir. Je dirais ça comme ça. Donc, je pense qu'on a suffisamment parlé de la chaîne de comment est-ce qu'on fait une étude de projet. On ne va pas aller dans les 10 points dont on a déjà élaboré dans la communauté qui nous permettent d'évaluer une crypto-monnaie, c'est-à-dire le projet derrière, l'idée, les personnes qui sont derrière, la roadmap, est-ce qu'ils ont déjà un MVP? MVP, ça veut dire Minimal Viable Product. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose qui est vérifiable, qui est tangible à petite échelle? Parce que sinon, rien fait à petite échelle, ce n'est pas à grande échelle qu'on va espérer quelque chose. Donc, quelle est aussi maintenant l'utilité de ce token? Donc, quand on parle d'utilité d'un token, quand on parle de tokens, on a deux types. On a utility token et il y a security token. Les security tokens ont moins de contraintes que les utility tokens. Pourquoi? Parce que les security tokens, en réalité, représentent des synthétiques. Donc, ça représente
des actions des entreprises. Donc, ça représente les parties d'une certaine entreprise. Et alors, derrière, c'est attaché donc à la performance de cette entreprise-là. C'est un peu comme vous achetez les actions de Microsoft. Le token qui est lié aux actions de Microsoft ne dépend pas de l'offre et de la demande, mais ça dépend beaucoup plus de la performance de cette entreprise-là. Donc, si l'entreprise va passer par des zones de turbulence, son token également va répliquer le fonctionnement de son entreprise. C'est évident. Et c'est ça les security tokens. Et c'est donc le problème a un peu Ripple, dont on ne va pas entrer dans les détails là présentement. Parce qu'on veut les classer security, mais lui dit qu'il est plutôt utility. Donc, en fonction donc de son classement, les gens pourraient justement savoir ce qu'ils vont faire avec ce token. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas cette claire différence-là, on s'est posé longtemps la question au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum. Le Bitcoin, il est security ou bien il est utility. Bien qu'il y ait une entreprise, une fondation derrière Ethereum, qui est une entreprise qui a été fondée par plusieurs personnes. Donc, c'est une entreprise qui a divisé plusieurs personnes parce que on a Charles Hoskinson qui disait qu'il faudrait que ce soit une entreprise qui soit payante. Et on a Vitalik qui disait non, nous voulons que ce soit non-profit. Il y a plusieurs personnes qui se sont séparées. Il y a Gavin Wood qui est parti. Il y a Charles Hoskinson qui est parti. Justement, c'était l'une des questions importantes et fondamentales qui a fait en sorte que certains se séparent. Donc, vous comprenez comment ça peut être assez important de définir, de classer même déjà un token. On ne va pas aller dans le cadre des security tokens parce qu'il y en a très peu. Et on a majoritairement les crypto-monnaies qui sont les utility tokens. Et quand on dit donc utility token, ça voudrait dire que la valeur de son token dépend de l'utilité qu'on en fait. Si c'est un token qui n'a pas d'utilité et qu'il est utility token, vous voyez déjà que ça remet en cause sa notion sa classification. Si quelqu'un se dit être pompier et qu'on ne le voit jamais sur le terrain en train d'éteindre le feu, mais c'est quoi dans son rôle? Qu'est-ce qui donne dans sa valeur? Donc, c'est pareil aussi avec les tokens. Donc, quand un token est déjà classé comme utility token, vous allez donc vous poser la question, ce token sert à quoi? Et alors, on va entrer dans les deux catégories de tokens de crypto-monnaies qu'on a. On a les tokens et on a les coins. Un token, par définition, est mis au-dessus d'une blockchain. Il fonctionne au-dessus d'une blockchain. Donc, dans sa définition, on ne devrait pas l'utiliser comme le moteur de cet écosystème, dans sa définition. Donc, ça voudrait dire que le token qui sera utilisé comme moteur de son écosystème, le token qui se dit être, qui est donc, en fait, un token, lui, il sera différent d'un coin. Un coin, lui, déjà par définition, il est censé être le moteur de sa blockchain. Donc, toute chose qui va arriver dans son écosystème devra utiliser son token. Et c'est pour ça que certaines crypto-monnaies ont explosé quand il y a eu des choses qui sont arrivées au-dessus de leur blockchain. On a vu le cas de Ethereum. Pourquoi Ethereum a explosé? C'est parce que les smart contracts qui sont arrivés au-dessus, que ce soit les plateformes de NFT qui sont arrivées au-dessus, doivent eux-mêmes payer les gaz pour pouvoir écrire l'information sur la blockchain. Vous ne payez pas pour lire les informations sur la blockchain. Comme j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, on paye les gaz, les frais de transaction, on paye cela parce qu'on veut écrire les données sur la blockchain. Donc, la fonction d'écrire quelque chose sur la blockchain, donc c'est ça qui fait en sorte qu'on paye de l'espace sur lequel on est en train d'écrire en réalité. Donc, quand on va voir donc les crypto-monnaies comme les tokens comme PancakeSwap, avec les smart contracts, quand on fait une transaction et qu'on a créé un contrat derrière, le contrat va écrire des trucs sur la blockchain. Donc, Pancake lui-même doit avoir les BNB qu'ils vont mettre dans les smart contracts là, parce que vous n'allez pas me donner la différence entre l'adresse d'un smart contract et l'adresse d'une personne. Ce sont les mêmes adresses. La différence, c'est que le smart contract
a la possibilité de faire des actions sans qu'il y ait validation externe. Les validations sont directement internes parce que c'est déjà dans la blockchain. Donc lui, il fait les écritures dans la blockchain directement en étant dans l'écosystème. Or, nous, on a des adresses qui sont presque les mêmes, mais nous faisons les transactions hors de la blockchain en interagissant avec la blockchain, en voulant écrire dans la blockchain. Et c'est pour ça que nous validons les transactions externes de façon externe. Mais par contre, les smart contracts qui sont déjà dans la blockchain, et aussi, ils ont besoin de BNB dans le smart contract pour pouvoir valider les enveloppes, pour pouvoir faire les transactions, même si c'est générer les cakes qu'on vous envoie comme revenu là. Ces cakes-là, pour les générer, on doit effectivement avoir les BNB dans le smart contract pour faire cela. Donc, ça montre comment on aura besoin toujours de ces tokens-là, de ces coins-là, comme étant les moteurs de l'écosystème. Et ça fait en sorte que quand il y a une nouvelle blockchain qui se crée, les gens vont se ruer sur le token qui va servir de gaz dans cet écosystème. Surtout si c'est une blockchain qui va intégrer les smart contracts. Parce que derrière, les gens sont en train de se dire, vu que c'est une blockchain qui aura les smart contracts, ça voudrait dire qu'il y a des applications qui vont arriver au-dessus de ces blockchains-là. Et toutes ces applications-là, même si ce sont les entreprises, même si ce sont les banques qui veulent faire des transactions et interagir avec ces blockchains-là, ils auront toujours besoin de la crypto-monnaie, mais qui est donc la base. Mais ce ne sont pas que les coins qui performent. Il y a des blockchains qui ne sont pas utilisées. Il y a tellement de blockchains. Vous pouvez à peine me citer 20 du bout des doigts, à peine. Pourtant, il y en a plus de 500. Donc, ce ne sont pas tous ces blockchains qui seront bien évidemment utilisés. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est une blockchain, forcément, ça va bien performer parce qu'elle a sa propre blockchain. Non, ce serait trop facile. C'est que tous les coins et autres là, pour bien performer, devaient se transformer en blockchain. Donc, il y a maintenant d'autres types de coins, d'autres types de crypto-monnaies qui sont les tokens. Et justement, pour qu'un token prenne de la valeur, il faudrait une utilité. On va se demander, mais les oracles, par exemple, comme une crypto-monnaie comme Chainlink, qu'est-ce qui fait en sorte que Chainlink prend de la valeur? Pourtant, c'est un token. C'est un token qui est au-dessus de la blockchain Ethereum à la base. Même s'il y a eu des versions qui se sont créées avec des protocoles tels que REN, qui va justement bloquer une crypto-monnaie dans son écosystème et recréer une nouvelle version dans l'autre écosystème. Et c'est ce qu'on appelle Atomic Swap. Donc, on va peut-être revenir un peu en définition peut-être dans une vidéo pour expliquer réellement ce que c'est qu'un Atomic Swap. Mais c'est justement ça. Ça bloque une crypto-monnaie dans son écosystème et ça crée une autre équivalente dans un autre écosystème. Vous voyez déjà que ça, c'est ce qu'on appelle des protocoles. Et les protocoles sont justement aussi intéressants, importants, parce que ça évite de réinventer la roue. S'il y a déjà une crypto-monnaie qui a implémenté un protocole qui permet de bloquer quelque part et de recréer ailleurs, moi qui crée ma plateforme et que j'ai besoin de cette fonctionnalité-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser le protocole qui existe déjà. Et pour utiliser dans le protocole, j'aurai besoin du token de ce protocole-là. Parce qu'il y a des actions qui vont être faites dans ce protocole et on aura besoin du token du protocole pour pouvoir justement faire ces actions-là. Donc moi, à défaut de réinventer la roue, je vais plutôt acheter le token du protocole et exécuter mes actes et que ça me permet d'exécuter mes actions. Et que les protocoles sont également généralement des tokens, mais ils sont utilisés, ils ont une forte demande. Et on a connu REN, on connaît les protocoles comme OX qui sont beaucoup utilisés dans l'écosystème, dans les différentes plateformes de finance décentralisées, que ce soit PancakeSwap qui utilise, que ce soit MakerDAO, que ce soit bien d'autres plateformes utilisent les protocoles aussi pour déjà effectuer les actions, pour intégrer les actions de ces protocoles-là. J'ai parlé des oracles. Quand je vais créer ma plateforme de finance décentralisée, comment je fais pour lire, pour connaître la valeur des tokens? Un token coûte combien? Comment est-ce que je fais pour connaître la valeur d'un token? Justement, cette information-là, ce n'est pas une information qui est stockée sur la blockchain parce que ce n'est pas quelque chose qui est figé, qui est fixe. C'est quelque chose qui varie. Donc, dans le smart contract que je suis en train de coder, j'aurais besoin de cette information.
Et celui qui va me donner cette information-là, c'est l'oracle. L'oracle va prendre cette information dans différents systèmes. Il va mettre cette information dans le smart contract pour que je puisse, il va envoyer ces informations dans la blockchain pour que nous puissions lire. Donc moi, je n'ai pas intérêt à développer encore cet oracle-là pour pouvoir avoir les valeurs des tokens. Donc c'est plus facile, moi qui développe un smart contract décentralisé que je suis en train de créer, d'intégrer justement les oracles dans ma plateforme. Et vous voyez comment on aura donc besoin des oracles dans ce cas-là, qui est comme ça un utility token. Ça, ce sont déjà deux exemples qui vous montrent comment c'est l'utilité des tokens qui fait en sorte que le token prenne de la valeur. On a connu le cas de Uni. Pourquoi Uniswap prend de la valeur? C'est justement parce qu'il recrée un écosystème de finances décentralisé et il dit, OK, vous avez les difficultés à faire les transactions dans les exchanges, avec les KYC qu'il faut faire, avec le manque de sécurité qu'il y a, avec les prix qui sont parfois manipulés dans le marché, parce que ce sont les makers qui font le prix et parfois, ils peuvent manipuler les coûts. Nous, ce qu'on vous permet de faire, c'est justement de faire les transactions à partir de votre portefeuille directement. Vous n'avez pas besoin d'être dans un exchange, pas de KYC. Et je vais faire une vidéo sur Binance pour vous expliquer ce qui est en train le problème par lequel Binance est en train de passer aujourd'hui, ce par quoi ils sont en train de passer, l'interdiction qui est peut-être en train d'arriver dans plusieurs pays et qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre sur pied comme solution. On va reparler de ça dans un autre cadre. Et justement, voilà des choses qui peuvent faire en sorte que ces tokens-là prennent de la valeur parce qu'ils sont en train de créer un écosystème qui a de la demande, On a vu ce qui s'est passé avec la finance décentralisée, comment ça a connu une explosion fulgurante ces dernières années, depuis 2019. Donc, maintenant aussi, on va se dire, mais depuis que nous parlons là, les shitcoins parmi, ou bien, je ne vais pas vraiment utiliser le mot shitcoin, mais il y a certaines crypto-monnaies qui performent très bien et qui ne tombent pas dans la catégorie de ce que vous dites. Oui, c'est le cas. Mais est-ce que ces crypto-monnaies sont les pépites? Ça va dépendre justement de la définition que vous donnez au mot pépite. Moi, je dirais, on a des crypto-monnaies qui sont appelées des crypto-monnaies communautaires. La valeur de ces crypto-monnaies-là n'est adossée que sur la communauté qui existe derrière. Ça voudrait dire que plus les gens achètent ces crypto-monnaies, plus cette crypto-monnaie prendra de la valeur. Elle n'a pas d'utilité. Elle est simplement liée au fait qu'il y a la communauté, il y a une communauté derrière, point. Et c'est le cas de Doge, c'est le cas de Shiba Inu, c'est le cas de SafeMoon, c'est le cas de tous les SafeMars qui sont venus après, c'est le cas de tous les Doge qui ont suivi, c'est le cas de tous les Inu qui ont, les Shiba qui ont aussi suivi, que ce soit Baby Doge, Baby Moon, machin, truc là. C'est justement parce qu'il y a justement cet effet de communauté qui donne la valeur au token. Mais comment est-ce que la valeur peut être donnée par la communauté? Comment? J'achète le token aujourd'hui, j'en parle, je repasse à quelqu'un plus cher. Ça veut dire que pour que moi, je revende à quelqu'un, et que ça prenne de la valeur, il faudrait qu'il y ait encore plus de communautés qui viennent. Et quand il y aura donc plus de personnes qui vont venir, les anciennes personnes vont passer le token aux nouvelles personnes, qui eux aussi ne vont pas vendre parce qu'ils veulent faire de profit. Et comme ils ne veulent pas vendre, on va commencer à en parler. D'autres personnes vont arriver et ces personnes-là vont se débarrasser pour passer à d'autres personnes. Donc c'est un peu une chaîne de Ponzi, pas vraiment une chaîne de Ponzi, mais c'est un peu voilé, une autre version, parce que il faudrait toujours qu'il y ait de nouvelles personnes qui entrent pour que le token prenne de la valeur. S'il n'y a pas de personnes qui entrent, le token ne peut pas prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont le token ne l'utilisent pas. Qui est donc différent des autres crypto-monnaies où ceux qui ont utilisent d'abord. Les gens qui ont les BNB, ils n'ont pas forcément besoin de passer le BNB à quelqu'un pour que ça prenne de la valeur. Non. Ils utilisent d'abord eux-mêmes les BNB pour payer les frais de transaction. Quand tu as une crypto-monnaie comme Cake, tu l'utilises d'abord toi-même en faisant des swaps sur PancakeSwap,
indirectement, tu es en train d'utiliser, parce qu'il y a une certaine partie de tes frais de transaction sur PancakeSwap qui sont payés en cake directement et qui sont brûlés. Donc, même si tu ne payes pas les cakes en faisant une transaction sur Pancake, indirectement, tu es en train d'utiliser le cake. Donc, voilà des crypto-monnaies qui ont une utilité derrière. Et c'est cette utilité-là qui fait en sorte que, même s'il n'y a pas de nouvelles personnes, les personnes qui sont déjà dedans à l'intérieur, qui ont déjà ces crypto-monnaies, peuvent elles-mêmes driver le prix de la crypto-monnaie, qui est totalement différent de d'autres crypto-monnaies où ce sont les nouvelles personnes qui peuvent faire driver le prix. Et c'est donc pour ça que quand une crypto-monnaie qui est basée sur la communauté, s'il y a des personnes influentes qui entrent dans la communauté et qui en parlent, ça fait donc qu'il y aura plusieurs personnes qui vont entrer et c'est comme ça que le token prendra de la valeur. Donc, il faudrait déjà se définir il faudrait reconnaître déjà ce genre de crypto-monnaies et justement, en fonction du type de crypto-monnaie, on a des actions différentes à prendre. Quand on est dans une crypto-monnaie communautaire, il n'est pas conseillé, par exemple, de garder cette crypto-monnaie une grosse quantité, justement, par exemple, sur le long terme. Parce que on voit aujourd'hui le prix que Doge a connu a rendu très peu de personnes riches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui ont gardé les grandes quantités de Doge pendant longtemps. Ceux qui connaissaient le système de la crypto-monnaie, bien évidemment. C'est ceux qui ne connaissaient pas le système de la crypto-monnaie, qui pensaient que le Doge était comme le Bitcoin, qui ont peut-être gardé sur le long terme et qui se sont fait probablement beaucoup d'argent avec. Mais on en a très peu, parce que les personnes qui connaissent comment le système de communauté, de token communautaire fonctionne, vont revendre quand ça va prendre un peu suffisamment de valeur, ils vont revendre immédiatement. Donc, quand j'ai partagé l'image dans le groupe tout à l'heure, des personnes qui se plaignent que le Doge les a rendus pauvres, c'est justement des personnes qui n'ont pas la connaissance de comment ces genres de crypto-monnaies fonctionnent. Quand le Doge est arrivé à 0, quelque chose comme 8, c'était le meilleur moment de revendre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que ça arrive là-bas? C'est uniquement parce qu'on a des personnes influentes qui ont mentionné Doge dans leurs conversations, que ce soit les gens de Stop Shop et autres là, qui ont de Wall Street Beat, qui ont mentionné ça dans leurs conversations. Elon Musk qui a aussi mentionné ça dans ses conversations et certains influenceurs aussi qui ont mentionné dans leurs conversations à cet instant-là. C'est là où le Doge a pris de la valeur. Le Doge n'a pas pris de la valeur parce qu'on a donné une utilité au Doge, parce qu'on a donné encore une autre fonctionnalité au Doge. Non, c'est pas pour ça que le Doge a pris de la valeur. Mais par contre, le BNB a pris de la valeur récemment. Pourquoi? Parce qu'on a donné une autre utilité au BNB qui est donc comme ça les NFT. Les NFT qui sont arrivés sur Binance fait en sorte que ces artistes qui veulent mettre les œuvres d'art sur Binance, ils ont besoin de BNB. Et on peut aussi maintenant payer ces œuvres d'art avec le BNB. Donc, ça voudrait dire qu'on permet donc aux collectionneurs d'œuvres d'art de pouvoir collecter ces œuvres d'art en utilisant le BNB. Donc, on est en train d'augmenter l'utilité d'un token. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un token peut aussi prendre de la valeur. Les informations qui arrivent. Quand une information qui arrive est assez considérable par rapport à l'utilité d'un token, c'est probable que ce token prenne de la valeur. On a vu ce qui s'est passé avec KuCoin. KuCoin a pris de la valeur récemment comme ça parce que justement, il y a sa block avec le KuCoin Share et le moteur de cette blockchain-là, c'est justement le KCS. On a aussi le cas de Cardano qui arrive avec les smart contracts qui arrivent. Et les smart contracts, comme ils vont arriver, on aura donc besoin de Cardano pour alimenter ces différentes plateformes de smart contracts. Avec plusieurs projets qui sont en attente. Il y a donc plusieurs projets qui sont là, qui attendent uniquement que les smart contracts arrivent sur Cardano pour que ces projets se lancent. Et parmi ces projets, on en a tellement. On a Castater, on a Ocan, on a Charlie 3 qui sera l'oracle de Cardano, on a Defia qui sera la finance décentralisée, une plateforme de finance décentralisée cross-chain. On a SundaeSwap qui sont des projets qui sont en attente. On a en fait c'est quoi?
c'est CryptoCard, bien c'est CardKitty, quelque chose de ce genre, une plateforme de NFT qui est en train justement d'attendre que les smart contracts arrivent pour que ça puisse se lancer. Donc, on a tellement de choses qui sont en attente et c'est justement parce que il y aura donc probablement une forte demande des Cardano pour pouvoir faire fonctionner tous ces différents projets qui sont en train de vouloir, qui sont justement dans les starting blocks, qui pourraient faire en sorte que le prix du Cardano explose quand cela va arriver. Et on a vu ce qui s'est passé avec d'autres blockchains quand les smart contracts sont arrivés. Quand Binance, quand avant on avait la Binance Smart Chain, quand avant on avait la Binance Chain, le prix du BNB n'était pas le même quand on a vu la Binance Smart Chain arriver. Quand la Binance Smart Chain est arrivée, le prix du BNB a explosé justement parce qu'il y a des projets comme PancakeSwap qui sont arrivés et qui ont créé justement une forte demande du BNB. On a vu ce qui s'est passé avec KuCoin. On a vu ce qui s'est passé avec Matic. Vous connaissez très bien l'exemple très, très récent de Matic. Quand ils sont arrivés sur leur propre blockchain, avec les frais qui sont très, très moins chers, les gens ont migré de la plateforme Ethereum pour justement être le layer 2 au-dessus d'Ethereum. Et voilà des choses qui sont en train d'arriver. Et ce sont justement les personnes qui connaissent l'écosystème, qui maîtrisent cet écosystème et qui connaissent ce qui est en forte demande, qui comprennent ce qui va arriver, qui se positionnent maintenant pour saisir les opportunités de demain. Je vais m'arrêter là. J'ai été très très long, mais je pense que il fallait que j'entre dans ces détails-là pour expliquer un bon nombre de choses. Ok, Elvis, merci vraiment pour ta participation. Je pense que même si tu estimes que tu as été long, on a davantage appris et compris vraiment ce qu'on entend par pépite. Et on est revenu véritablement sur les fondamentaux des projets sur lesquels on pourrait investir sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on entend vraiment par utility token, security token, qui était aussi très important, même si en réalité la majorité des cryptos dans lesquels nous investissons sont des utilities. Et l'utilité est revenue à plusieurs fois. Je pense que les uns et les autres ont compris qu'il faudra véritablement vérifier et rechercher quelles sont les utilités qui entourent ce projet crypto-là. Même s'il n'a pas sa propre blockchain, il peut toujours, n'est-ce pas, proposer un certain nombre de choses avec les protocoles, les oracles, pour, n'est-ce pas, créer une utilité autour de lui, avec les smart contracts et les écritures sur la blockchain sur laquelle il aimerait se lancer, ou alors les projets qui aimeraient résoudre un problème particulier, aimeraient se lancer. Donc, on ne va pas monopoliser la parole, on va aussi donner la possibilité aux uns aux autres de donner leur point de vue, alors de poser des questions, je crois. Mais déjà, vous pouvez, n'est-ce pas, réagir. Pour ceux qui nous rejoignent à présent, nous sommes en train de parler, en fait, de comment rechercher de faire ses propres recherches pour les projets crypto-monnaies, pour les pépites qui s'inscrivent, n'est-ce pas, dans le long terme. Donc, on sait très bien qu'on a des crypto-monnaies, fort malheureusement, avec des projets, pas avec très peu d'utilité, qui ne peuvent pas tenir aussi longtemps que le Bitcoin, parce qu'elles souffrent de ce manque d'utilité et ce manque, n'est-ce pas, de considération, dû au fait peut-être qu'il y a la blockchain qui n'est pas écrite, qu'il y a l'équipe qui n'est pas sérieuse et qui ne pense beaucoup plus qu'à faire des profits. C'est pour ça qu'on le répète chaque fois, si nous ne faisons pas juste cela pour de l'argent, parce qu'on en aura, on en trouvera, et les pépites généralement prennent du temps il faut creuser longtemps, quoi. C'est un peu comme si on minait. C'est-à-dire que tu prends ton matériel, tu creuses, tu tombes là au départ, quand le projet est tout jeune et vient de se lancer carrément, tu te positionnes au bon moment. Et comme ça, tu as une dizaine de projets dans ton portefeuille comme ça qui se retrouvent à performer sur le long terme. Pas en un jour, pas en 2 jours, en 3 jours, mais fort certainement sur le long terme. Les autres sont apprenés à faire 2-3 jours, mais il faut bâtir une stratégie. C'est pour ça qu'on rappelle encore l'importance de se former. Et à ce propos, des formations seront encore
ouverte et donnée aux uns aux autres qui veulent vraiment rejoindre les formations avec des coachings privés avec Elvis dans les prochains jours. Je ne vais pas vous poser la parole, je vais donner l'occasion à une autre personne. Si Ulrich est là depuis le début et sait qu'il veut s'exprimer, il peut aussi nous dire, je pense, ce qu'il pense en fait. Les fondamentaux à rechercher pour n'est-ce pas, tomber sur ces pépites-là, ces projets crypto-monnaies qui essaient vraiment de résoudre un problème et qui s'inscrivent sur la durée. Oui, Salut à tous. Salut Elvis. Oui, je vais parler, mais là, je suis un peu occupé au boulot là, donc je vous suis beaucoup, mais dès que j'aurai fini avec la tâche que j'ai maintenant, je donnerai un peu mon avis dessus. D'accord, sans souci. Bon, on Merci. va donner aussi la aux uns aux autres de réagir. Il y a plus des personnes qui ont levé la main. Vous pouvez lever la main. Hein. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole pour essayer, pour intervenir ou alors même poser des questions. Ce qui a été dit au début et qui a été dit par Elvis ou par les uns et les autres, pour qu'on puisse échanger véritablement sur cette problématique, à savoir comment faire ses recherches en tant que débutant ou alors en tant même que professionnel, parce que vous devez comprendre que l'écosystème s'inscrit dans la durée. Et à chaque fois, comme l'écosystème mute, il faut s'adapter, bâtir des stratégies, se former, apprendre, lire et comprendre comment se positionner, n'est-ce pas, pour faire ses recherches pour des projets crypto-monnaies qui s'inscrivent véritablement dans le long terme avec l'utilité qu'il apporterait. Donc, je ne vais pas m'opposer la parole. La parole est ouverte à celle qui veut la prendre. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à vous exprimer. Allô? Oui, Allô? Asiake, c'est Emma. C'est lui? Oui, je suis de nationalité togolaise. Je me nomme Emmanuel Aziakese. Oui, bonsoir. Je Bienvenue suis... au salon de crypto-monnaie éducation. Merci beaucoup. Je précise que je suis une personne handicapée visuelle. Ah, d'accord. Ok. Ravi de vous avoir avec nous. Merci. Je suis vraiment très intéressé par ce nouvel univers de crypto-monnaie. Et je suis régulièrement des vidéos de Elvis. Dans son discours tout de suite, sur ses explications, il a parlé de faire nos propres recherches sur des projets. Et moi, j'aimerais savoir beaucoup plus Oui, est-ce qu'il y a des sites, des sites qu'on peut nous conseiller, où on peut se lever directement pour aller faire ces recherches de projets? Ou bien aller faire nos propres recherches? J'ai fait déjà, je pense, 2 vidéos et des lives par rapport à cela. Donc, sur la chaîne Elvis Konjo, vous allez, je sais pas trop, c'est vrai que les vidéos sont un peu en désordre sur la chaîne, mais on a quelques sites. On a Mensari, qui est un site qui a beaucoup d'informations, surtout dans la tokenmétrie, le programme de levée de fonds. Qu'est-ce qui a été distribué, quelle quantité a été donnée aux investisseurs. Ça, c'est très important qu'on parle de la tokenmétrie, qui est une information aussi très importante dont je n'ai pas peut-être beaucoup, je ne me suis pas accentué là-dessus. Parce qu'un projet peut être intéressant, mais la tokenmétrie vient gâter totalement le projet. Totalement. Donc, on va peut-être revenir là-dessus en allant en détail dans vraiment ce que c'est que, comment est-ce qu'on analyse réellement la tokenmétrie d'un projet. Mais sinon, on a Messari, on a Coin, on a ICO Drop aussi, qui donne aussi beaucoup d'informations sur tous les projets qui sont passés et qui se sont lancés en ICO. Parce que parfois, certains sites vont dire des choses avant l'ICO. Et quand l'ICO passe, il modifie beaucoup de trucs. Ils peuvent dire avant l'ICO que, OK, nous allons donner telle quantité, il y aura telle quantité en circulation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après l'ICO, il change les informations. Or, ICO Drop te permet de voir, de faire une snapshot, donc une capture du site
au moment où il y avait l'ICO. Et alors, vous pouvez vérifier si ce qu'il y avait avant est encore ce qui est là présentement, ou bien s'il y a des choses qui ont changé. Mais s'il y a des choses... Donc, oui, donc il y a ICO Drop, il y a aussi CoinMarketCap, qui a beaucoup d'informations aussi concernant à quel niveau on est dans le projet pour les crypto-monnaies qui sont déjà lancées. Si une crypto-monnaie n'est pas sur ICO, sur CoinMarketCap, ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon. Non, du tout. Quand une crypto-monnaie est lancée, est déjà listée sur CoinMarketCap, ça voudrait dire qu'il y a déjà eu les ventes et que c'est déjà listé au moins sur un exchange, que ce soit centralisé ou bien que ce soit décentralisé. Vous ne pouvez rien trouver sur CoinMarketCap qui n'est pas encore listé sur un exchange. Donc, et là où on peut donc trouver les crypto-monnaies qui ne sont pas encore listées sur les exchanges, c'est généralement dans les plateformes de ICO. On a des groupes même où on parle uniquement d'ICO. ICO Drop répertorie quand même un bon nombre de projets avec un niveau de qualité qui est intéressant. Il y a plusieurs sites d'ICO. Il y a beaucoup de projets qui vont se lancer sur les plateformes de ICO en voulant faire une levée de fonds. Mais le but de ces projets, c'est de vous arnaquer. Donc, la plateforme également sur laquelle on retrouve un ICO est aussi importante. Et une des pires des façons de participer à l'ICO, c'est d'envoyer sa crypto-monnaie dans un smart contract et on vous renvoie les tokens. Faites très attention avec cette façon de faire des ICO. Parce que c'est la façon qui se faisait en 2017. Et il y a eu beaucoup d'arnaques de cette façon. On vous donne les tokens de n'importe quelle façon là. On s'en fout. Derrière, c'est que vous envoyez la crypto-monnaie et après, on vous donne les tokens qui ne valent rien par la suite. Donc, c'est mieux de passer par des plateformes d'ICO qui sont connues. Justement, le but du projet communautaire, ça va aussi dans ce sens-là. Et on a aussi Binance qui fait les launchpads avec des projets qui sont aussi sérieux. Ça peut aussi être un indicateur. Quand un projet veut se lancer sur une plateforme qui est sérieuse, ça voudrait dire que c'est un projet qui est aussi quand même sérieux parce que une plateforme qui est sérieuse ne peut pas le permettre de lancer un projet qui n'est pas sérieux. C'est évident, c'est basique. Donc, si on voit un projet qui va se lancer sur Binance, ça peut être assez suffisant que Binance a pris la peine d'analyser le projet et qu'ils ont quand même de la crédibilité. Sinon, ce serait la crédibilité de Binance qui serait mise en cause dans ce cas. Donc, et pour justement voir où est-ce que les ICO peuvent se lancer, on a CoinMarketCap qui a un onglet ICO où vous pouvez voir les ICO qui arrivent. Et CoinMarketCap, c'est aussi Binance. Donc, Binance a acheté CoinMarketCap. Donc, si on voit une information de ICO sur CoinMarketCap quelque part, ça voudrait dire que quelque part, c'est un projet qui vous pouvez vous intéresser. Vous pouvez regarder ces projets-là. Qu'est-ce que vous perdez à regarder? Regardez, étudiez qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Le projet, donc, CoinMarketCap dit qu'ils veulent faire une levée de fonds. Qu'est-ce qu'il y a même derrière ce projet? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ainsi de suite, vous regardez ces informations. Alors, on vous donne des plateformes où vous pouvez voir l'information et maintenant, c'est une base pour laquelle vous pouvez commencer pour continuer vos propres recherches. Mais par contre, si vous ne savez même pas déjà où trouver les ICO, comment vous allez continuer à faire vos recherches? Donc, on a à défaut des plateformes qu'on a citées, on a aussi maintenant des plateformes comme CoinMarketCalendar. C'est une plateforme qui annonce les événements qui vont se passer dans l'écosystème crypto. Est-ce qu'il y aura une mise à jour d'une crypto-monnaie, d'une plateforme, ainsi de suite. Et vous voyez si ce qui arrive comme information, comme événement sur une blockchain, sur une plateforme, est quelque chose d'assez impactant. Quel est l'impact que l'information qui arrive aura sur cette plateforme? Est-ce que c'est un impact majeur? Est-ce que c'est un burn, comme par exemple Pancake dans sa version 2 annonçait que les frais allaient être brûlés, comme ce qu'on a vu hier dans la vidéo qui explique ce qui va se passer sur Ethereum avec le protocole EIP 1559, comment les frais vont être brûlés. Donc, ce sont des choses que vous pouvez aussi regarder et voir qu'est-ce qui arrive sur une crypto-monnaie. Ils ont annoncé quand. Est-ce qu'à l'annonce de cette information,
quel a été le comportement de la crypto-monnaie à l'annonce de l'information. Si ça a connu un pic vers le haut, ça veut dire que cette information est quelque chose qui est assez important. Parce que si c'était pas important, ben, les gens n'ignoraient pas le price action derrière. Donc, voilà aussi des plateformes que vous pouvez regarder. Il y en a encore bien d'autres, il y en a tellement. Ok. Je crois que la réponse à la question était vraiment à la hauteur parce qu'il y a vraiment des plateformes, il y en a tellement. Et j'invite les uns et les autres à regarder toujours sur CoinMarketCap. Il y a beaucoup plus d'informations que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas seulement d'une plateforme qui liste des crypto-monnaies, mais on a aussi le calendrier des cryptos, des airdrops, les catégories de crypto. On retrouve aussi les détails sur certains projets crypto-monnaies, les liens vers ces projets-là et ceux qui sont soutenus par certains exchanges. Donc, n'hésitez pas à exploiter. Et vous pouvez même avoir CoinMarketCap en application. Vous pouvez carrément télécharger l'application. Et je pense que ceci pourrait aider les uns les autres à faire davantage leur recherche. Donc, monsieur Asiake Seema, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse donnée par Elvis. Je vais donc donner la possibilité aux uns et aux autres aussi de réagir par rapport à la thématique ou à poser des questions relatives à la thématique de ce soir. Bonsoir Elvis. Bonsoir Elvira. En fait, j'ai une question. Je voudrais comprendre véritablement c'est quoi les oracles. Tu en as parlé un peu et depuis, je me pose la question. Bon, c'est vrai que j'avais l'intention de faire des recherches pour bien comprendre, mais comme tu es là, je profite pour poser ma question. Ok, comme j'ai dit tantôt, c'est une information, une vidéo que je suis en train de préparer aussi. Mais bon, on va repartir vraiment dans le thème basique, qui paraît vraiment basique pour nous dans la crypto-monnaie et dont plusieurs personnes ne connaissent pas. Parfois, on utilise les thèmes dans la crypto-monnaie. Ça paraît simple, mais pour certains, ça peut être compliqué. Quand on parle chaque fois d'exchange, il y a plusieurs personnes qui peuvent toujours se demander, mais l'exchange, c'est même quoi? Vous parlez d'exchange tout le temps, mais c'est même quoi l'exchange? Quand quelqu'un arrive aujourd'hui et qu'on parle oracle, on n'a pas pris la peine d'expliquer ce que c'est qu'un oracle. Il va faire comment pour savoir que, est-ce qu'un projet qui est un oracle, est-ce que ça peut avoir un fort potentiel ou pas? Il ne peut pas savoir parce qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'un oracle. Donc, un oracle, c'est un protocole qui permet de traiter la donnée, de vérifier la donnée et de mettre cette donnée à utilisation. Par exemple, je suis en train de faire une application qui va se baser sur la météo pour faire des actions dans mon système. Je dis que si on est à 15 degrés, peut-être tu fais l'alarme, tu donnes une sonnerie pour bébé. Par exemple, tu fais une sonnerie parce que je suis en train de faire une application pour les bébés. Et je veux me baser sur la température dehors pour peut-être faire des sons parce que je sais que la température, en fonction de la température, le son que le bébé veut écouter est quelque chose qui est différent. Donc, le cœur de mon application réside donc sur la météo. Je peux maintenant, comment est-ce que je vais faire pour avoir cette information de la météo? Il y a des plateformes qui vont maintenant proposer cette information-là. Et l'information peut être biaisée si je prends sur n'importe quelle plateforme. Donc, je vais aller sur des plateformes qui sont vérifiées, qui vérifient l'information avant de m'envoyer. Donc, je vais utiliser justement une plateforme qui va garantir la sécurité de l'information météo qu'on m'envoie. Et cette plateforme-là est appelée un oracle. Donc, les oracles font les traitements et mettent les données à disposition pour que ça puisse être utilisé. Donc, c'est ça le rôle d'un oracle réellement. Je suis en train, par exemple, de faire un exchange. Je veux connaître le prix du BNB. Je veux connaître le prix d'une autre crypto-monnaie. Je prends ces prix où? Justement, je suis dans un smart contract qui est déjà sur la blockchain. Et cette donnée-là est externe parce que le prix n'est pas fixe.
Le prix doit venir de l'extérieur. Donc, il faudrait qu'il y ait une autre plateforme qui envoie l'information, qui mette cette information et que cette information soit vérifiable. Parce que si cette information n'est pas vérifiée, n'est pas sécurisée, alors je vais avoir d'erreurs derrière. Je vais peut-être permettre aux gens d'acheter les BNB moins cher parce qu'il y a un oracle qui m'a donné un faux prix. Voilà. Donc, c'est pour ça que Chainlink est l'un des oracles qui est le plus utilisé. Plein de protocoles aujourd'hui utilisent l'oracle Chainlink. On en a tellement, hein, on a tellement d'oracles, mais le Chainlink reste encore le plus utilisé. Donc, j'espère que j'ai expliqué, j'espère que tu comprends maintenant ce que c'est qu'un oracle, Elvira. Est-ce que j'ai été assez simple dans ma définition? Oui, 75% quand même. Ok. Ce que tu dois retenir, c'est que l'oracle, c'est un système qui permet de traiter les informations, pour récupérer les informations dans d'autres écosystèmes, de traiter, de vérifier cette information et de mettre cela à disposition pour être utilisé dans d'autres écosystèmes. D'accord, merci. C'est pour ça qu'on dit souvent que les oracles sont un peu les Google de la blockchain en fait. Ceux-ci recherchent des informations, ce sont des informations qui sont liées à des projets crypto qui ont leur blockchain à eux. Et une fois les informations connectées, elles ne donnent que celle qui est la plus, je vais dire, celle qui a le plus de pertinence en fait. Je vais te prendre un exemple très concret qui s'est passé très récemment même dans l'écosystème crypto-monnaie et qui a fait en sorte que le prix d'une crypto-monnaie aille jusqu'à zéro, quasiment zéro. C'est Titan sur la blockchain, Titan, c'était sur quelle blockchain? Polygon? Je pense bien. Oui, sur la blockchain de Polygon, exactement. Oui, Titan du Polygon. Ouais, exactement. Titan sur la blockchain de Polygon. Ça s'est passé comment? Titan, c'est une blockchain en fait, le projet de Titan derrière, c'était de créer un stablecoin qui est collatéralisé par deux crypto-monnaies. C'est très compliqué de faire les stablecoins qui ne sont pas collatéralisés par la monnaie physique. Parce que quand on voit les crypto-monnaies comme USDT, USDC, c'est collatéralisé par le dollar même. Donc ça veut dire que logiquement, quand on audite ces contrats-là, on se rassure que $1 en USDT ou bien USDC qui est mis dans le smart contract sur la blockchain, équivalent à la quantité à $1 qui est bloqué dans un compte bancaire quelque part. Donc ça, c'est la façon basique des stablecoins de fonctionner. Il y a une autre façon maintenant qui est très très compliquée, c'est de faire en sorte que ça ne dépende pas de la monnaie physique. Et alors Titan est allé dans ce jeu. On en connaît déjà. Il y a UST dont j'ai parlé déjà dans une vidéo qui lui aussi fait un stablecoin mais qui n'est pas basé sur la monnaie physique. Et alors Titan est aussi allé dans ce sens-là en faisant un stablecoin qui est collatéralisé à 75% par le dollar, par le USDC et par 25% par le Titan. Donc, il arrivait à un moment donné, parce que quand tu voulais avoir une crypto-monnaie, tu déposais par exemple $1 et on utilisait 75% et 20% et on te donnait une quantité qui est équivalente. Il arrivait à un moment donné que les baleines ont fait des ventes massives. Et quand on fait les ventes massives, on a fait les ventes massives à répéter plusieurs fois. Et à un moment donné, dans plusieurs transactions, la plateforme, les transactions se passaient tellement vite, un peu comme les flash loans. Les transactions se passaient tellement vite qu'on ne pouvait pas avoir les informations réelles directement de l'oracle. Donc, le temps d'extraction de l'information de l'oracle et le temps de changement de la donnée sur la blockchain était différent. Donc, ça fait que l'oracle envoyait une information. Or, le prix sur la blockchain était différent de ce que l'oracle renvoyait. Et ça a donc fait que
on génère, il y a une décollatéralisation de leur crypto-monnaie. Et à un moment donné, on a émis plus du titan ou bien plus de l'un des deux. Et ça fait en sorte que le prix du titan s'effondre parce qu'on générait beaucoup de titan qu'il n'en fallait et les gens reprenaient cela pour aller revendre immédiatement. Vous voyez comment la mauvaise information, la mauvaise donnée peut drastiquement changer le cours des choses. C'est justement ça le rôle des oracles. Et si on choisit donc justement n'importe quel oracle, ben, on aura justement ce genre de bug en permanence. Et j'ai fait une image que j'ai envoyée dans le groupe où on pouvait avoir les cardinaux sur une autre blockchain à $15. Donc il suffisait d'envoyer ces cardinaux d'une blockchain à une autre et de faire x10 avec ces cardinaux. Pourquoi c'était possible? Justement parce que l'oracle n'envoyait pas la bonne information. Et quand l'oracle n'envoie pas la bonne information, voilà ce qui peut donc arriver. On te dit que le cardinal c'est à $15 alors que le cardinal est à 1,20 quelque chose. Ok, on tire, n'est-ce pas, déjà vers la fin de ce salon qui a tenu pratiquement 1 heure. Et dans la thématique, je rappelle pour ceux qui viennent de la rejoindre et que vous allez réécouter naturellement, puisque comme vous le savez, à la fin de chaque salon, on essaie de remonter le salon vocal sous forme de vidéo qu'on publie d'abord au niveau de notre forum Telegram et qu'on publie encore sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à poser vos questions à présent en ce qui concerne la thématique, comment faire ses recherches pour les projets qui s'annoncent sur le long terme à un sérieux. Comment dénicher les pépites, comme on vient de dire dans le jargon. N'hésitez pas véritablement à suivre ce qui est dit dans ce salon. N'hésitez pas à poser vos questions et aussi n'hésitez pas à appliquer et à faire vos propres recherches pour essayer d'implémenter ce qui se dit dans ce salon. Bon, je vais encore demander, est-ce que quelqu'un aimerait réagir par rapport à la thématique ou alors poser une question relative à la thématique ce soir? Alors, bonsoir, groupe. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur Wassi ABC. Oui. Vous nous appelez depuis le Togo. Je vous suis de temps en temps. Dès qu'il y a une disponibilité. Oui, là, poser une question par rapport au thème. Lorsque l'on étudie un projet et puis on constate que la crypto-monnaie a de bonnes bases, on se dit, au vu de tout ce que l'on a vu. Mais on constate qu'au niveau de l'évolution de la crypto-monnaie, ça n'évolue pas tellement. Bon, est-ce que ça vaut la peine vraiment de prendre au sérieux la crypto-monnaie là? C'est ça, en fait, ma question. Merci. Ok, ça c'est une très bonne question. En fait, en réalité, il y en a des projets comme ça qui se comptent par dizaines, qui ne prennent pas de la valeur tout de suite en fait. C'est parce que peut-être, même quand vous avez vérifié tous ces fondamentaux que nous avons essayé de voir ensemble, nous avons essayé de partager en fait sur les différents points sur lesquels on devrait analyser le projet. Elle ne prend pas de la valeur certes, mais elle reste sous-évaluée à ce moment en fait. Peut-être elle manque de visibilité auprès de ceux qui comprennent l'écosystème. Et d'autre part aussi, elle manque de visibilité au niveau même de ceux qui ne comprennent pas naturellement comment l'écosystème fonctionne. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va tout de suite mettre la crypto de côté. Peut-être on peut renforcer ses positions. Est-ce que le projet est viable? On va devoir regarder l'équipe en place, travaille régulièrement ou alors communique. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Elle peut communiquer, elle peut avoir des difficultés parce que un problème technique se pose à l'implémentation de ce qu'ils ont déjà fait. Parce qu'ils peuvent être à la phase du test net. Ce n'est pas fait, mais le projet évolue. Donc, un indicateur qui pourrait vous permettre de comprendre que ce n'est pas du fake ou alors ces gens travaillent au quotidien, c'est de suivre les mises à jour du projet.
Donc, est-ce qu'il y a des mises à jour régulières? Est-ce que les community managers de ces projets-là communiquent? Et si c'est le cas, ça vous permet de comprendre que même si elle n'a pas pris de la valeur ces derniers temps, elle s'est peut-être transformée en Stockholm. Elle reste avec du potentiel. Je vais prendre le cas du Cardano qui a fait pendant près d'un mois, 2 mois, rester pratiquement sur la même valeur. Et contrairement à ce qu'on pense ou alors ce que les gens n'attendaient pas, c'est pendant la forte correction que nous subissons à présent qu'elle a pris plutôt de la valeur. C'était pour vous dire carrément que c'est plutôt quand les choses vont mal que certains cryptos comme ce genre, c'est avec de l'utilité dans tout et des smart contracts qui ont véritablement de la valeur et qui ont de bons fondamentaux, prennent réellement pied et comme ça se hissent au top et augmentent la capitalisation parce qu'ils ont vu que voilà des projets qui s'inscrivent dans le long terme. Donc, il y a des projets comme ça, c'est vrai, mais il ne va pas falloir tout de suite s'en débarrasser, mais il va plutôt falloir le réévaluer. Est-ce qu'il y a des updates? Est-ce que véritablement la team y travaille véritablement? Et un autre point aussi qui n'est pas à négliger, votre ressenti, la foi en ce projet aussi compte, puisque rappelez-vous que quelque part aussi on ne fait mais ça vaut aussi la conviction. Donc, il va falloir évaluer ces choses-là, en fait, cette façon de voir le projet, pour voir si oui ou si non, vous voulez plus continuer avec ce projet-là. Donc, c'est ce qui se passe avec les projets sur le long terme. Et même très souvent, les projets là qui s'endorment, souvent sont récupérés par des grosses compagnies comme Binance. Je vais prendre le cas de Equal. Equal, par exemple, quand il se lançait sur le ERC20, il a pris de la valeur, il a atteint son ATH. Après, il est redescendu. Mais pourtant, les fondamentaux sont solides. L'équipe qui travaille est sérieuse. Il y a une communauté forte derrière, mais elle s'est retrouvée comme en hibernation pendant un long moment. Et Binance a repris le projet, l'a fait passer sur son réseau, le réseau Binance ou alors la blockchain Binance. Et même jusqu'à présent, elle prend de la peine à arriver, mais elle est en train de venir parce que l'écosystème se développe, parce que les développeurs travaillent d'arrache-pied pour les nouvelles mises à jour. Donc voilà un peu comment je peux répondre à votre question. Je ne sais pas si d'autres personnes aimeraient réagir ou répondre ou apporter. Oui, alors je pense que vraiment les explications que vous avez données, c'est pertinent. Surtout au niveau des mises à jour, je pense que je vais vérifier aussi et voir. Merci beaucoup. Ok, ça marche. S'il y a des questions encore pas, je disais on est en train de tirer vers la fin du salon, mais ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. On peut juste arrêter de débattre, de parler de la thématique ce soir et parler sur l'actualité du marché et de poser des questions qui ne concernent pas la thématique de ce soir. On apprendra encore plus vite, quoi. On aura de très belles choses à dire et on grandira tous ensemble. Bon, n'hésitez pas un seul instant, chers membres de la crypto-monnaie éducation, crypto-monnaie, véritablement participer à tout ce qui se passe. On a même les quiz auxquels peu de personnes participent malheureusement. Très souvent à la fin du quiz, il n'y a que peut-être 50 personnes qui participent. Pourtant, ce sont 3000. Et 200 personnes mettaient. Bon, les gens ne sont pas très intéressés apparemment. Pourtant, les quiz permettent à un maximum de personnes à la communauté d'apprendre et découvrir un certain nombre de choses. Donc, sincèrement, ce n'est pas l'école ici qui va vous empêcher de vous exprimer. De vous exprimer. Bon, j'étais pour qu'il y ait quelque chose pour travailler dans ça que tu n'as pas pu vraiment partager, mais avec ce que tu as dit, ce que Elvis a dit, bon, presque tout a été dit. Et je vais revenir sur une phrase que l'un d'entre vous a dit très important, c'est que lorsque quelqu'un vient dans les crypto-monnaies, pour devenir riche, ça veut dire qu'il vient attaquer tout ce qu'on a dit que ça rend riche, et il sait qu'il a payé les cryptos, il attend que ça va déposer, il va devenir riche. Je ne dis pas qu'il sera déçu, mais
Il y a rien de plus difficile à vivre que l'attente. Bon, il y a rien de plus difficile à vivre que l'attente. C'est-à-dire que quand tu attends quelque chose fortement et que ça ne vient pas, et puis ça va faire après, tu perds vite confiance et puis tu sors. Donc, et comme depuis le début, j'invite les gens d'abord à prendre les crypto-monnaies. Vraiment, c'est quelque chose de passionnant. Vraiment quelque chose de passionnant. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau qui sort. Et je vous ai parlé de quelques exemples de crypto-monnaies qui font ci, qui font ça là. Ce n'est qu'un petit exemple. Je vous ai parlé ça plusieurs fois, des crypto-monnaies qui font des choses magnifiques. Donc, vraiment, d'abord, c'est d'apprendre les crypto-monnaies. Lorsque vous avez appris à comprendre les crypto-monnaies, à comprendre l'univers, il y a tellement de moyens de gagner de l'argent. Il y a tellement de moyens de gagner. Il y a tellement de moyens. Donc, vraiment, j'invite beaucoup les gens à... Vous avez parlé des gens de Titan. Ceux qui connaissaient comment les crypto-monnaies fonctionnent, quand ils ont vu la façon que l'algorithme de Titan avait été écrit, ils ont vu comment ils allaient faire pour gagner l'argent avec Titan. Ce qui a tué Titan, c'est que c'est devenu public. Tout le monde a su la faille. Et pas, les gens commencent à vendre en panique. Donc, si vous apprenez vraiment à les crypto-monnaies, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Donc, j'invite encore les uns aux autres de ne pas entrer ici parce qu'ils ont entendu que ça donne l'argent. Il y a un shitcoin qui a fait x 400 000 en 2 jours. Donc, je vais aussi acheter des shitcoins. Oui. Bonsoir. Ah, ok, d'accord. Bon, vas-y. Je peux? Oui, vas-y. Ok, merci, monsieur Ulrich. Ce que vous avez dit est parfaitement raisonnable. Moi, par exemple, bon, je ne maîtrise pas grand-chose dans la crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche des gens qui maîtrisent mieux. Donc, ils me font des propositions et moi, j'achète. Mais c'est bien vrai, puisque aujourd'hui, j'ai appris que SafeMoon Cash est en situation instable. Donc, du coup, ça fait que j'ai envie de le haïr en même temps, quoi. C'est comme il m'a fait une mauvaise proposition. Vous voyez? Donc, effectivement, apprendre la crypto-monnaie serait une très bonne chose, effectivement. Maintenant, je veux vous demander, pour ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, moi par exemple, même moi, je n'ai pas assez de temps. Je travaille très loin et je reviens très tardif. Des fois, quand je rentre sur CoinGecko, par exemple, je m'embrouille avec les recherches. Donc, je ne suis pas un fan de l'informatique, en fait. Bon, regardez un peu mon cas et donnez-moi quelques conseils. Ok, merci. Crypto-monnaie éducation pour les débutants et crypto-monnaie éducation principale. On a une centaine de documents en PDF. C'est vrai qu'ils ne sont pas classés, il faut utiliser les fonctions en fait de Telegram. Telegram classe les documents en file, en fichier. Si vous passez sur file de Telegram, vous allez voir tous les fichiers. Je vais me repartager certains si vous voulez. Mais vous avez les documents. Le premier qui est très prisé ici, c'est le document, le manuel des débutants. Donc, quel est le minimum à savoir quand on débute dans la crypto-monnaie? Le deuxième, c'est le glossaire des crypto-monnaies. C'est le dictionnaire qui répertorie tous les noms, le jargon qui est utilisé dans la crypto-monnaie. C'est quoi le protocole? C'est quoi un airdrop? C'est quoi une blockchain? C'est quoi un token? C'est quoi un coin? Vous retrouvez ça dans le dictionnaire dédié aux crypto-monnaies. Vous avez aussi d'autres livres plus pointus, le Bitcoin pour les nuls, la blockchain pour les nuls et autres. Et les autres livres sont liés au mindset de l'investisseur dans la crypto-monnaie. Donc, je dis bien, il y a une centaine carrément. Plus les fichiers audio de tous les salons que nous avons fait ici sur toutes les thématiques. Du genre, c'est quoi un wallet, c'est quoi un airdrop, c'est quoi le DeFi, c'est quoi le staking, c'est quoi le farming. Je débute la crypto-monnaie, par où commencer. Donc, vous avez, je dis bien, une centaine de documents disponibles à crypto-monnaie éducation pour débutants. Et même la crypto-monnaie principale, il y en a. Donc, si vous pouvez utiliser la fonction file ou alors musique, parce que les fichiers généralement des salons vocaux qui sont enregistrés et partagés sont en fichier MP3. C'est disponible là, vous pouvez les réécrire et chacune des thématiques est bien précisée au début et à la fin, comme nous avons fait tout à l'heure.
Donc, pour ne pas vous perdre dans l'information, on va aussi savoir qu'en plus de crypto-monnaie éducation, il y a crypto-monnaie éducation pour débutants, il y a aussi le channel. Et sur le channel, on partage les informations les plus importantes qui concernent l'écosystème crypto-monnaie et aussi les projets développés dans cette communauté précisément. Et vous avez aussi les quiz. Je crois qu'il y a une centaine de quiz dans ce forum auquel la montée des uns et des autres vont participer pour pouvoir comprendre rapidement et même apprendre sur l'écosystème. Donc n'hésitez pas à profiter en remontant les messages, en localisant tout ce qui est en fichier PDF et tout ce qui est en fichier audio.